Lorsque la puissante PDG Elena Ferraz s'arrête pour aider un sans-abri par une nuit pluvieuse, elle ne s'attend pas à reconnaître le visage qui a failli la détruire. Miguel Oliveira, l'amour qui a disparu il y a 15 ans. Mais son retour apporte plus que des cœurs brisés. Il apporte le danger. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays du monde vous nous regardez aujourd'hui. Elena Ferraz se tenait à la fenêtre de son bureau d'angle, regardant les lumières de la ville scintiller au crépuscule sur São Paulo. À 45 ans, elle possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Une société de cosmétiques, prospère, un appartement luxueux en Pentus et un nom respecté dans le monde des affaires. Mais en regardant son reflet dans la vitre, elle ne voyait que le vide dans ses yeux. « Madame Ferraz ?» Son assistante Rita frappa légèrement à la porte. « Les membres du conseil d'administration vous attendent dans la salle de conférence. » Elena redressa son blazer de créateur et hocha la tête. « J'arrive tout de suite. » La salle du conseil tomba silencieuse à l'arrivée d'Elena. 8 hommes en costume coûteux la regardèrent prendre place à la tête de la table. Elle avait l'habitude d'être la seule femme à ces réunions, de devoir constamment faire ses preuves. « Messieurs, dit-elle d'une voix ferme et autoritaire, nos résultats du 3e trimestre ont dépassé les prévisions de 20%. La nouvelle ligne de soins de la peau fonctionne exceptionnellement bien. » 2 heures plus tard, la réunion se termina par des poignées de main et des sourires satisfaits. Elena avait remporté une autre bataille dans la guerre des entreprises qu'elle menait quotidiennement. Cela aurait dû ressembler à un triomphe. Au lieu de cela, elle ressentait un vide. « Autre chose pour aujourd'hui, Rita ?» demanda-t-elle en rassemblant ses dossiers. « Juste un rappel pour le dîner d'anniversaire de votre mère ce soir. » Elena soupira. « Bien sûr, merci. » La pluie commença à tomber alors qu'Elena conduisait sa Mercedes dans la circulation du centre-ville. Elle redoutait ses réunions de famille presque autant qu'elle les désirait. Ses relations avec sa mère avaient toujours été tendues. Carolina Ferraz n'avait jamais approuvé la carrière ambitieuse de sa fille, se demandant toujours pourquoi Elena ne s'était pas installée avec un homme bien et n'avait pas fondé une famille comme sa sœur cadette Béatrice. La pluie s'intensifia, tambourinant sur le toit de la voiture alors qu'Elena s'arrêtait à un feu rouge. La foudre illumina le ciel nocturne, et dans ce bref éclair, elle remarqua une silhouette blottie contre un mur. Un homme, trempé et grelottant, sans parapluie ni manteau. Elena n'était pas sûre de ce qui l'avait poussée à agir. Peut-être était-ce la solitude qui avait été sa seule compagne pendant des années. Peut-être était-ce une simple compassion humaine. Mais lorsque le feu passa au vert, au lieu d'avancer, elle baissa sa vitre. « Avez-vous besoin d'un trajet ?»« Quelque part !» lança-t-elle. L'homme leva les yeux, surpris. Son visage était partiellement caché par une barbe hirsute. Ses vêtements étaient usés et sales. Il hésita, puis se dirigea rapidement vers sa voiture, alors qu'un autre éclair fendait le ciel. « Merci », dit-il en s'installant sur le siège passager. « C'est très gentil. » La voix. La main d'Elena se figea sur le levier de vitesse. Quelque chose dans sa voix lui envoya une secousse, réveillant un souvenir qu'elle avait enfoui depuis longtemps. Elle se tourna pour le regarder, essayant de voir au-delà de son apparence négligée. « Où allez-vous » demanda-t-elle, la voix soudainement instable. « N'importe où au sec serait bien » répondit-il, en écartant les cheveux mouillés de son front. « Peut-être un refuge en ville. » Elena hocha la tête et mit la voiture en marche, jetant des coups d'œil à son passager. Il y avait quelque chose de familier dans la forme de sa mâchoire, dans la façon dont il tenait ses mains sur ses genoux. « Est-ce que je vous connais ?» demanda-t-elle finalement. L'homme se tourna vers elle avec un petit sourire. « Vous conduisez toujours les 2 mains sur le volant. Certaines choses ne changent jamais. » Le cœur d'Elena battait la chamade. « Qu'avez-vous dit ?» Il la regarda maintenant directement, et malgré les années gravées sur son visage, malgré son apparence usée, elle pouvait le voir, ses yeux. Elle connaissait ses yeux. « Vous aimez toujours le jazz ?» demanda-t-il doucement. La voiture dévia légèrement lorsque la prise d'Elena sur le volant se resserra. Les souvenirs affluèrent. Un concert en plein air dans le parc, la pluie commençant à tomber, courant pour s'abriter main dans la main, riant. La même voix qui chuchotait à son oreille alors qu'il dansait. « Le jazz sonne mieux sous la pluie, tu ne trouves pas, Miguel ?» murmura-t-elle à peine audible au-dessus du bruit des essuie-glaces. L'homme hocha lentement la tête. « Bonjour, Helena. » Elle gara brusquement la voiture, les mains tremblantes. « Miguel Oliveira ? Comment… »
Qu'est-il arrivé? 15 ans. Cela faisait 15 ans que Miguel avait disparu de sa vie sans un mot. Ils avaient été si amoureux, planifiant leur avenir ensemble, regardant des maisons, parlant d'enfants. Et puis un jour, il était tout simplement parti. Pas de mots, pas d'appel, rien. Elle avait cherché pendant des mois, déposé des rapports de police, embauché des enquêteurs privés. Finalement, elle avait été obligée d'accepter qu'il l'avait abandonnée. « C'est une longue histoire, dit Miguel, regardant ses mains usées. « Vous me le devez, répondit Elena, sa voix durcissant, alors que le choc initial laissait place à des années de colère et de douleur enfouie. Miguel hocha la tête. « Vous avez raison, je le fais. » Elena regarda sa montre. Le dîner d'anniversaire de sa mère commençait dans 20 minutes. « Je dois aller quelque part en ce moment. Une obligation familiale que je ne peux pas manquer. » Elle fit une pause, puis prit une décision. « Mais après, nous devons parler. Je comprends si vous ne voulez pas. Je ne vais pas vous laisser disparaître à nouveau, le coupa-t-elle. Pas sans réponse. Elena conduisit jusqu'à un petit café près de la maison de sa mère et donna de l'argent à Miguel. « Attendez-moi ici. Mangez quelque chose, c'est chez vous. Je serai de retour dans 2 heures. » Elena appela Miguel alors qu'elle se retournait pour partir. « Merci. Je sais que je ne mérite pas votre gentillesse. » Elle ne répondit pas, se contenta de retourner à sa voiture, l'esprit tourmenté de questions. Le dîner dans l'élégante demeure de sa mère dans le quartier des Jardins fut torturant. Elena toucha à peine à sa nourriture, tandis que sa sœur Béatrice montrait des photos de ses enfants et que son mari Pedro discutait de sa dernière entreprise. « Elena, tu n'as presque pas dit un mot de toute la soirée, » remarqua Carolina en coupant son gâteau d'anniversaire. « Tout va bien dans la société ?»« La société va bien, mère, » répondit Elena. « Juste fatiguée, c'est tout. »« Tu travailles trop dur, » dit Carolina d'un ton désapprobateur familier. « À ton âge, tu devrais avoir plus dans ta vie que le travail. » Béatrice, toujours la pacificatrice, changea rapidement de sujet. « As-tu entendu dire que Marcela Costa divorce à nouveau? 3e mariage, tu peux le croire ?» Elena s'excusa dès que ce fut poliment possible, promettant d'appeler sa mère demain. Alors qu'elle retournait au café, son esprit s'emballait. Et si Miguel n'était pas là? Et s'il avait pris l'argent et avait disparu à nouveau? Que ferait-elle s'il attendait toujours? Qu'est-ce qui pouvait bien expliquer 15 ans de silence? Le café était petit et calme, avec seulement quelques clients éparpillés aux tables. Et là, dans le coin du fond, était assis Miguel. Là, s'était lavé dans la salle de bain, et ses cheveux étaient ramenés en arrière, révélant davantage son visage. Malgré les années et les difficultés apparentes dans son apparence, elle pouvait maintenant clairement voir l'homme qu'elle avait autrefois aimé de tout son cœur. Elena s'assit en face de lui, posant son sac à main sur la table entre eux, comme une barrière. « Vous avez l'air bien, dit Miguel. « Et vous avez l'air terrible, répondit Elena sèchement. « Qu'est-il arrivé, Miguel? Où étiez-vous pendant 15 ans ?» Miguel prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais voulu vous quitter, Elena. Vous devez le croire. »« Je n'ai pas besoin de croire quoi que ce soit, dit-elle. Vous avez disparu sans un mot. Je pensais que vous étiez mort. Je vous ai pleuré. Et puis j'ai dû accepter que vous m'aviez simplement abandonné. J'ai été forcé de partir, dit Miguel, sa voix tombant à un murmure. Je n'avais pas le choix. Tout le monde a le choix. Miguel regarda autour de lui nerveusement, puis se pencha en avant. Vous vous souvenez du projet d'investissement de Santos sur lequel je travaillais avant que je ne parte? Elena hocha la tête. Miguel avait été un banquier d'investissement prometteur dans l'une des plus grandes banques du Brésil. Le projet Santos avait été un important développement portuaire d'une valeur de plusieurs millions. J'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas dû, continua-t-il. De la corruption au plus haut niveau. Des fonctionnaires prenant des pots de vin, du blanchiment, d'argent, des liens avec le crime organisé. Lorsque j'ai fait part de mes préoccupations à mon patron, on m'a dit d'oublier ce que j'avais vu. Alors vous avez fui? Elena n'a pas pu empêcher l'accusation de sortir de sa voix. J'allais le signaler aux autorités, dit Miguel. J'avais des preuves. Mais avant que je puisse le faire, 2 hommes m'ont attrapé devant notre immeuble. Ils ont dit que si je parlais, ils me tueraient. Et ils vous tueraient aussi. Elena le regarda, essayant de comprendre ses paroles. Ils m'ont donné le choix. Disparaître complètement, ne plus jamais contacter personne de ma vie passée, surtout vous, ou ils s'assureraient que nous mourions tous les deux dans ce qui ressemblerait à un accident tragique.
Pourquoi ne m'avez-vous pas au moins laissé un message, un moyen de savoir? Ils m'ont surveillé, Elena, pendant des années. Je ne pouvais pas prendre de risques. Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. Te quitter a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais je pensais te protéger. Elena se sentit prise de vertige. Est-ce possible que ce soit vrai? Ou n'était-ce qu'une histoire commode pour expliquer son abandon? Les hommes qui vous ont menacé, qui étaient-ils? Je n'ai jamais su leur nom, mais ils travaillaient pour Roberto Mendes. Elena haleta. Roberto Mendes était aujourd'hui l'un des hommes politiques les plus puissants du Brésil, dont on disait qu'il se présenterait à la présidence lors de la prochaine élection. J'ai vécu au Paraguay pendant des années, continua Miguel, faisant des petits boulots me faisant discret. L'année dernière, un associé de Mendes a été arrêté pour corruption. J'ai pensé que c'était peut-être enfin le moment de revenir, d'essayer de te retrouver. Et vous avez vécu dans la rue? Demanda Elena, remarquant ses vêtements usés. Miguel hocha la tête. Je suis revenu avec presque rien. J'ai essayé de trouver du travail, mais sans papier d'identité ni référence. Il s'interrompit. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de me contacter dès votre retour? Je l'ai fait, d'une certaine manière, dit-il. Je suis allé à votre ancien appartement, mais bien sûr, vous n'y étiez pas. J'ai appris l'existence de votre entreprise grâce aux journaux. Je suis passé plusieurs fois devant votre immeuble. De bureau, mais... Il baissa les yeux sur son apparence. Comment pouvais-je simplement débarquer comme ça? Que pouvais-je dire? Désolé d'avoir disparu pendant 15 ans, mais je suis de retour. Elena sentit les larmes monter. Tout ce qu'elle avait construit, son entreprise, sa réputation, sa vie soigneusement construite, avait été sa façon de survivre après la disparition de Miguel. Elle avait transformé sa douleur en ambition, son chagrin en détermination. Je ne sais pas quoi dire, admit-elle enfin. C'est bouleversant. Je comprends, dit Miguel. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois, ni à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu connaisses la vérité. Elena regarda l'homme en face d'elle, autrefois l'amour de sa vie, maintenant un étranger. Pourtant, quelque chose dans son cœur le reconnaissait toujours, répondait encore à sa présence. « Avez-vous un endroit où dormir ce soir ?» demanda-t-elle. Miguel secoua la tête. « Je trouverai un refuge. » Elena prit une autre décision, impulsive la seconde de la journée. « J'ai une chambre d'amis. Vous pouvez y dormir ce soir, vous doucher correctement. Et demain, on verra ce qui se passe ensuite. Elena, vous n'êtes pas obligé de... » « Je ne fais pas ça par charité, Miguel, l'interrompit-elle. Je le fais parce que j'ai besoin de réponses, de vraies réponses. Et 15 ans d'explications ne peuvent pas se résumer à une conversation dans un café. » Alors, qu'il roulait en silence jusqu'à son penthouse, Elena se demanda si elle ne commettait pas une terrible erreur. Elle laissait entrer chez elle un homme qui lui avait brisé le cœur, qui avait vécu dans la rue. Cela défiait toute logique, toute préservation de soi. Mais alors que l'ascenseur les emportait au dernier étage de son immeuble, Elena réalisa quelque chose qui la terrifiait et l'exaltait à la fois. Malgré tout, malgré 15 ans d'absence et de questions sans réponse, malgré la vie réussie qu'elle avait construite sans lui, une partie d'elle n'avait jamais cessé d'aimer Miguel Oliveira, et c'était la réalisation la plus effrayante de toutes. La lumière du matin pénétrait à travers les baies vitrées du penthouse d'Elena, illuminant le vaste salon avec son mobilier moderne et sa décoration minimaliste. Elena était assise à son îlot de cuisine, une tasse de café à la main, les yeux fixés sur la porte fermée de la chambre d'amis. Elle avait à peine dormi, son esprit tourmenté par les questions et les souvenirs. Le bruit de la douche confirmait que Miguel était bien là. Ce n'était pas un rêve. Elle lui avait donné des serviettes, de vieux vêtements qu'un ex-petit ami avait laissés derrière lui et lui avait montré la chambre d'amis. Leur conversation avait été gênée, hachée par 15 ans d'absence. Le téléphone d'Elena vibra. C'était un message de Rita. « N'oubliez pas votre réunion de 9 heures avec l'équipe marketing. Le travail, son sanctuaire, l'endroit où tout avait un sens. » Elena répondit qu'elle travaillerait de chez elle ce matin et qu'elle reporterait toutes les réunions en personne. Pour la première fois depuis des années, l'entreprise pouvait attendre. La porte de la chambre d'amis s'ouvrit et Miguel apparut. Rasé de près, les cheveux coupés courts. Elena avait trouvé des ciseaux dans l'armoire de la salle de bain. Il ressemblait davantage à l'homme dont elle se souvenait. Les vêtements empruntés pendaient lâchement sur son corps mince, mais il se tenait plus droit, avec plus d'assurance que la veille. « Bonjour », dit-il hésitant.
Il y a du café, répondit Elena en faisant un geste vers la machine. Et du pain, des fruits, du fromage dans le réfrigérateur. Miguel se versa une tasse de café et s'assit en face d'elle sur l'îlot. Votre maison est magnifique. Merci. Elena le regarda siroter son café de la même manière qu'il le faisait toujours, soufflant légèrement sur la surface d'abord. Certaines habitudes ne changeaient jamais. Vous avez meilleure mine. Je me sens mieux. Il la regarda dans les yeux. Merci, Elena, pour tout. Elle secoua la tête. Ne me remerciez pas encore. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Miguel hocha la tête. Je sais, je veux tout entendre, depuis le début, dit Elena. Plus d'explications vagues. J'ai besoin de détails, Miguel. Des dates, des noms, des lieux, tout. Miguel posa sa tasse et prit une profonde inspiration. Tout a commencé en avril 2009. Le projet de développement du port de Santos. La banque où je travaillais s'occupait du financement. Des milliards de réais. Je vérifiais certains documents financiers lorsque j'ai remarqué des irrégularités. Pendant que Miguel parlait, Elena observa son visage, cherchant des signes de tromperie, mais tout ce qu'elle vit, c'était de la douleur et du regret. Les coûts du projet étaient gonflés de près de 30%, continua-t-il. En creusant, j'ai découvert que l'argent supplémentaire était canalisé vers des comptes offshore, des comptes appartenant à des sociétés écrans détenues par Roberto Mendes et plusieurs autres hommes politiques. « Et vous avez confronté votre patron à ce sujet ?» demanda Elena. Carlos Duarte. Il était vice-président principal de la banque. Les yeux de Miguel s'assombrirent. Il a écouté tout ce que j'ai dit, très calmement. Puis il m'a dit d'oublier ce que j'avais vu. Il a dit que c'était comme ça que les affaires fonctionnent au Brésil. Lorsque je lui ai dit que je ne pouvais pas l'ignorer, il m'a proposé de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais vous avez refusé. Miguel hocha la tête. J'étais naïf. Je pensais pouvoir faire la différence. J'ai fait des copies de tous les documents et j'avais prévu de les remettre à la police fédérale. Je voulais tout vous raconter ce soir-là. Le soir où vous avez disparu. La voix d'Elena était à peine un murmure. Je rentrais du travail à pied. 2 hommes dans un SUV noir se sont arrêtés à côté de moi. Ils connaissaient mon nom, où je vivais, où vous travailliez. Ils ont même mentionné votre sœur Béatrice et sa grossesse. Les mains de Miguel tremblaient légèrement. Ils m'ont montré des photos de vous faisant vos courses à votre bureau, déjeunant avec des amis. Ils nous observaient. Elena sentit un frisson là parcourir. Que voulaient-ils? Ils m'ont emmené dans un entrepôt quelque part en dehors de la ville. Roberto Mendes était là. La voix de Miguel s'affermit. Il m'a expliqué très clairement ce qui se passerait si je ne disparaissais pas. Il a décrit en détail comment il ferait en sorte que cela ressemble à une intrusion dans une maison qui a mal tourné. Comment il vous ferait du mal avant... Il ne put pas terminer la phrase. Alors vous avez accepté de disparaître. Elena essaya d'imaginer la peur qu'il avait dû ressentir. Ils ont pris mon téléphone, mon portefeuille, tout. Ils m'ont conduit à la frontière paraguayenne et m'ont laissé avec rien d'autre que les vêtements que je portais et assez d'argent pour une semaine de nourriture. Les yeux de Miguel rencontrèrent les siens. La dernière chose qu'ils ont dite, c'est que j'étais surveillé. Si jamais je vous contactais ou quiconque de ma vie passée, ils le sauraient et ils tiendraient leur promesse. Elena se leva brusquement et alla à la fenêtre. La ville s'étendait sous elle, inconsciente de l'histoire qui se déroulait dans son penthouse. 15 ans, Miguel. 15 ans sans savoir si vous étiez vivant ou mort. J'ai pensé à vous tous les jours, dit-il doucement. Chaque jour. Elle se retourna pour le faire face. Avez-vous déjà essayé d'envoyer un message, de trouver un moyen de me faire savoir? Une fois, après 2 ans. Je vous ai écrit une lettre. Je l'ai donnée à un touriste brésilien qui retournait à São Paulo. L'expression de Miguel changea. 3 jours plus tard, un colis est arrivé à l'endroit où je séjournais. À l'intérieur se trouvait la lettre non ouverte et une photo récente de vous quittant votre appartement, juste pour me rappeler qu'il me surveillait toujours. Elena sentit sa colère commencer à se dissiper, remplacée par l'horreur de ce que Miguel avait enduré. Mais vous avez dit que vous étiez revenu parce qu'un associé de Mendes avait été arrêté? Miguel hocha la tête. Eduardo Vargas. Il a été arrêté l'année dernière pour corruption liée à un autre projet. Il a commencé à parler, à citer des noms. J'ai suivi les nouvelles depuis le Paraguay. Lorsque Mendes a été contraint de démissionner de son poste de ministre des Finances,
J'ai pensé que son pouvoir était enfin en train de diminuer. J'ai pensé que cela pourrait être sûr de revenir. Et ça l'a été? Demanda Elena. En sécurité? Miguel haussa les épaules. Je ne sais pas, je suis de retour à São Paulo depuis 3 mois. J'ai été prudent, j'ai dormi dans des foyers, je suis resté discret. Mais ça fait des années, et Mendes a maintenant des préoccupations plus importantes qu'un banquier disparu il y a 15 ans. Elena reprit sa place. Alors, que faisiez-vous toutes ces années au Paraguay? J'ai survécu, répondit simplement Miguel. J'ai travaillé dans des fermes, des restaurants, dans le bâtiment. Tout ce que je pouvais trouver sans papier en règle. J'ai changé mon nom pour João Silva. Finalement, j'ai trouvé un emploi de comptable pour une petite entreprise. Ça à Asunción. Le patron ne posait pas trop de questions. Avez-vous... Elena hésita puis se força à demander « Avez-vous eu une relation avec quelqu'un d'autre ?» Miguel la regarda dans les yeux. Il y a eu une femme qui possédait le restaurant où je travaillais, Maria. Nous avons été ensemble pendant près de 2 ans. Elena ressentit une pointe de jalousie irrationnelle, ce qui la surprit. À quoi s'attendait-elle? Qu'il vive comme un moine pendant 15 ans? Mais je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle voulait, continua Miguel. Un véritable avenir, le mariage, des enfants, parce que je vivais un mensonge, et elle méritait mieux que ça. Elena pensa à toutes les relations qu'elle avait rompues, pour des raisons similaires, incapable de s'engager pleinement, retenant toujours une partie d'elle-même. La partie qui avait appartenu à Miguel. « Et vous ?» demanda prudemment Miguel. « Avez-vous été avec quelqu'un ? Quelques relations, rien de durable. » Elena esquissa un petit sourire triste. « Ma mère désespère que je ne me marierai jamais. » Un moment de silence s'étira entre eux, rempli de toutes les années qu'ils avaient perdues. « Parlez-moi de votre entreprise, » dit Miguel. « J'ai vu un article à votre sujet dans un magazine économique. Elena Ferraz, la reine des cosmétiques. J'étais si fier. » Alors qu'Elena décrivait comment elle avait bâti son entreprise, d'une petite start-up à l'une des principales marques de cosmétiques du Brésil, elle se relaxa. Il semblait étrangement normal de partager sa vie avec Miguel, comme si le fossé de 15 en commençait lentement à se refermer. « Après votre disparition, je me suis jetée à corps perdu dans le travail, » admit-elle. C'était la seule chose qui atténuait la douleur. J'ai commencé avec un seul produit, une crème pour le visage à base d'ingrédients amazoniens. Maintenant, nous avons plus de 200 produits et des magasins, dans 5 pays. Tu as toujours dit que tu voulais créer ta propre entreprise, se rappela Miguel. Je savais que tu réussirais. Le téléphone d'Elena sonna, interrompant leur conversation. C'était Rita encore. Madame Ferraz, je suis désolé de vous déranger, mais Monsieur Torres de Global Vest insiste pour vous parler. Il dit que c'est urgent, concernant le potentiel accord d'investissement. Dites-lui que je rappellerai dans 1 heure, répondit Elena raccrochant. Elle se tourna vers Miguel. Je dois régler quelques problèmes de travail. Allez-vous bien rester ici un moment? Miguel hocha la tête. Bien sûr, c'est chez vous. Elena hésita. Je ne sais pas. Ce qui va se passer ensuite, Miguel. Tout ça est tellement déconcertant, termina-t-il pour elle. Je sais. Je ne demande rien, Elena. Je suis reconnaissant d'avoir juste la chance de m'expliquer. Elena prit son ordinateur, portable et son téléphone. On en reparlera plus tard. Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur, installez-vous comme chez vous. Alors qu'elle installait son bureau temporaire dans la chambre, Elena essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne cessait de revenir à Miguel. Son histoire semblait incroyable, pourtant elle expliquait tellement de choses. Le moment de sa disparition avait coïncidé avec les premières étapes du projet du port de Santos, un projet qui avait ensuite été achevé au milieu de rumeurs de corruption et de coûts gonflés. Elle ouvrit son ordinateur portable et chercha des nouvelles sur Roberto Mendes. La chute du politicien avait été spectaculaire. Autrefois considéré comme un futur candidat à la présidence, il était maintenant confronté à des accusations de corruption sur plusieurs fronts. L'arrestation d'Eduardo Vargas avait en effet ouvert une boîte de Pandore d'enquête. Un coup à la porte la tira de ses recherches. « Elena, j'ai préparé le déjeuner si vous avez faim », appela doucement Miguel. Dans la cuisine, Miguel avait préparé un simple repas de pâtes et de salade. Le caractère domestique de la scène frappa Elena, comme ils étaient facilement retombés dans un rythme ensemble malgré tout. « C'est bon,
dit-elle après avoir mordu une bouchée. « Tu as toujours été meilleur cuisinier que moi. » Miguel sourit. « Certaines choses ne changent pas. » Alors qu'il mangeait, Elena prit une décision. « Je veux t'aider, Miguel. Tu as besoin de papiers en règle, d'un endroit où dormir, d'un travail. Elena, tu n'es pas obligée de... »« Je le veux, » l'interrompit-elle. « Pas seulement pour toi, pour moi aussi. J'ai besoin de savoir que tout cela était réel, que je n'ai pas passé 15 ans à pleurer quelqu'un qui est simplement parti. » Miguel tendit la main à travers la table et toucha sa main timidement. C'était réel. Ce que nous avions était réel. Et si j'avais pu trouver un moyen de revenir vers toi en toute sécurité, je l'aurais fait. Elena ne retira pas sa main. Le contact était à la fois familier et étranger, un lien avec un passé qu'elle avait essayé d'oublier et un présent qu'elle n'aurait pas pu imaginer. « Mon avocat peut t'aider pour les papiers, dit-elle. J'ai un ami qui possède plusieurs restaurants. Il pourrait avoir un poste pour toi jusqu'à ce que tu décides ce que tu veux faire ensuite. »« Merci, » dit Miguel, la voix pleine d'émotion. Après le déjeuner, Elena passa plusieurs appels téléphoniques. Son avocat, Antonio, accepta de rencontrer Miguel le lendemain. Son ami Marco, qui possédait une chaîne de restaurants haut de gamme, dit qu'il serait heureux d'interviewer Miguel pour un poste de direction alors. Qu'elle raccrochait le dernier appel, Elena entendit un coup à sa porte d'entrée. Elle n'attendait personne. Par le Judas, elle vit sa sœur Béatrice, qui avait l'air impatiente. « 1 minute » appela Elena, se tournant vers Miguel, qui était assis sur le canapé. « C'est ma sœur. Va dans la chambre d'amis, s'il te plaît. Je ne suis pas prête à expliquer... ça. » Miguel hocha la tête en signe de compréhension et disparut rapidement dans la chambre d'amis. Elena ouvrit la porte, forçant un sourire. « Béatrice, c'est une surprise. Tu es partie si brusquement hier soir, je m'inquiétais, » dit Béatrice en entrant et en regardant autour d'elle. « Maman était contrariée. Tu sais comment elle est pour son anniversaire. »« J'avais mal à la tête, » mentit Elena. « J'aurais dû appeler ce matin pour m'excuser. » Béatrice plissa les yeux, étudiant le visage de sa sœur. « Tu as l'air différente aujourd'hui. Tout va bien ? » ?»« Bien sûr, » dit Elena trop rapidement. Juste occupée par le travail. Béatrice marcha plus loin dans l'appartement, remarquant les 2 assiettes sur la table à manger. « Tu déjeunais avec quelqu'un ?»« Un associé, » dit Elena, débarrassant rapidement la table. « Nous discutions d'une nouvelle gamme de produits. » Béatrice semblait peu convaincue, mais n'insista pas davantage. « De toute façon, je suis venue te proposer de dîner ce week-end. Les parents de Pedro sont en visite de Porto Alegre. Ils te demandent toujours des nouvelles. »« Ça a l'air bien, » dit Elena distraitement, espérant que sa sœur partirait bientôt. « Tu es sûre que tout va bien ?» demanda à nouveau Béatrice. « Tu sembles, je ne sais pas, différente. » Elena força un autre sourire. « Ça va vraiment, juste beaucoup de choses en tête avec le travail. » Alors que Béatrice s'apprêtait à partir, elle s'arrêta à la porte. « Oh, j'oubliais presque. As-tu entendu dire que Roberto Mendes a annoncé qu'il se présentait à la présidence ? Après toutes ces allégations de corruption, je n'arrive pas à croire qu'il ait l'audace. » Elena sentit son sang glacer. « Quoi, quand ? » ?»« Ce matin. C'était partout dans les informations. Il prétend avoir été exonéré de toutes les charges et être victime d'une chasse aux sorcières politique. » Béatrice leva les yeux au ciel. La politique, comme d'habitude au Brésil. Après le départ de Béatrice, Elena se précipita dans la chambre d'amis. Miguel était assis au bord du lit, le visage pâle. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Mendes se présente à la présidence. Est-ce que ça change les choses? Est-ce toujours sûr pour toi d'être ici ?» Miguel se leva et se mit à marcher dans la petite pièce. « Je ne sais pas. S'il fait son retour, il voudra éliminer toutes les menaces potentielles. Et s'il découvre que je suis de retour au Brésil ?» Elena sentit la peur la serrer le cœur, non seulement pour Miguel, mais aussi pour elle-même. Si ce que Miguel lui avait dit était vrai, et si Mendes découvrait qu'il l'avait contacté, ils pourraient tous les deux être en danger. Peut-être que c'était une erreur, dit Miguel, se passant les mains dans les cheveux. Peut-être que je devrais quitter São Paulo, aller ailleurs. Non. La réponse d'Elena fut immédiate et ferme. Tu as fui pendant 15 ans, Miguel. Je t'ai perdu une fois. Je ne te perdrai pas à nouveau. Miguel la regarda avec surprise et quelque chose d'autre. De l'espoir, peut-être. Mais si... Non, répéta Elena.
On va régler ça ensemble. Elle prit sa main dans la sienne. Ensemble cette fois-ci. Le contact de sa main dans la sienne semblait juste malgré tout, malgré les années de séparation, malgré les changements chez eux deux, malgré le danger potentiel. « J'ai des ressources maintenant », continua Elena. « Des relations. Nous pouvons découvrir quelles preuves existent encore concernant le projet Santos. Si Mendes se présente à la présidence, toute preuve de corruption mettrait fin à sa campagne. » Instantanément, Miguel semblait incertain. « Elena, je ne veux pas te mettre en danger. Je suis déjà impliqué, dit-elle fermement. Dès que je t'ai reconnu dans ma voiture hier soir, je suis devenu impliqué. Et je ne recule pas maintenant. » Alors qu'ils se tenaient là, les mains jointes, les années qui les séparaient semblaient s'effacer. Le lien qu'ils avaient, partagé autrefois si fort puis si brutalement rompu, était toujours là, attendant d'être ravivé. Mais à l'extérieur du luxueux penthouse d'Elena, dans les couloirs du pouvoir, Roberto Mendes se préparait à reconquérir son avenir politique. Et un homme qui avait autrefois ordonné la disparition de Miguel n'hésiterait pas à le faire à nouveau, définitivement cette fois-ci, s'il découvrait que le banquier qui en savait trop était revenu d'entre les morts. La donne avait changé, les enjeux étaient plus élevés, et Elena venait de se placer en plein dans la ligne de mire de l'un des hommes les plus dangereux du Brésil. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Miguel était réapparu dans la vie d'Elena. 3 jours de conversations prudentes, de repas partagés et de pas hésitants vers la reconstruction de la confiance. Elena avait chargé son avocat, Antonio, de commencer le processus de rétablissement de l'identité légale de Miguel. Ce ne serait pas facile. Expliquer une absence de 15 ans sans révéler la vérité nécessiterait des solutions créatives. Elena était assise à son bureau, essayant de se concentrer sur les rapports trimestriels, mais son esprit revenait sans cesse à Miguel. Elle l'avait laissé à son appartement ce matin-là, promettant de revenir pour le déjeuner. L'avoir dans son espace lui semblait surréaliste, comme un rêve dont elle pourrait se réveiller à tout moment. « Mademoiselle Ferraz ?» Rita frappa et entra avec une pile de dossiers. « L'équipe marketing a besoin de votre approbation pour ses maquettes de la nouvelle campagne. » Elena hocha la tête, acceptant les dossiers. « Et rappelez-moi mon emploi du temps de l'après-midi, déjeuner avec le conseil d'administration à 13h, puis l'interview avec Fashion, Brasil à 15h. » Rita hésita. « Et votre mère a appelé à nouveau. Elle dit que c'est important. » Elena soupira. Elle avait évité les appels de sa mère, sachant que Carolina sentirait immédiatement que quelque chose était différent. Sa mère avait toujours été perspicace, parfois de manière inconfortable. « Merci Rita, je la rappellerai plus tard. » Dès que son assistante fut partie, Elena sortit son téléphone et appela la maison. Miguel répondit au 2e coup de fil. « Comment vas-tu » demanda-t-elle. « Bien, » répondit Miguel. « J'ai pris des notes sur le projet Santos, nom, date, tout ce dont je me souviens qui pourrait nous aider. » Elena baissa la voix, bien que la porte de son bureau soit fermée. « As-tu vu les nouvelles? Ils interviewent Mendes partout. »« Oui. » La voix de Miguel se tendit. « Il se présente comme la victime de fausses accusations, et les gens semblent le croire. Il nous faut des preuves, Miguel. De vraies preuves, pas seulement ta parole contre la sienne. » « Je sais. » Il y eut une pause. « Elena, j'ai pensé à Eduardo Vargas. Il a été le bras droit de Mendes pendant des années. Si quelqu'un a des preuves de ce qui s'est passé, ce serait lui. Vargas est en prison en attente de son procès, lui rappela Elena. Oui, mais peut-être que je pourrais organiser une rencontre avec lui, suggéra Miguel. Si j'explique qui je suis, ce que je sais. Absolument pas, interrompit fermement Elena. C'est trop dangereux. Il faut être intelligent, Miguel. Un faux pas et... Elle ne termina pas la phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. « Je devrais être à la maison vers 18h, dit-elle, changeant de sujet. Antonio viendra à 19h pour discuter du processus de documentation. Je préparerai le dîner, proposa Miguel. Après avoir raccroché, Elena essaya à nouveau de se concentrer sur son travail, mais la situation avec Miguel accaparait ses pensées. Une partie d'elle, la partie sensée et pragmatique qui avait guidé son succès professionnel, l'avertissait qu'elle prenait un risque énorme, non seulement professionnellement, mais personnellement. Rouvrir de vieilles blessures, faire confiance à un homme qui avait disparu de sa vie, se rendant potentiellement une cible pour un homme politique puissant.
Mais une autre partie, celle qui n'avait jamais cessé d'aimer Miguel, ne se souciait pas des risques. Son interphone sonna. « Mademoiselle Ferraz, un certain détective Paulo Rocha est là pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous mais dit que c'est important. » Elena se figea. La police? Mendes avait-il découvert d'une manière ou d'une autre que Miguel était de retour? Faites-le entrer, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. Le détective Rocha était un homme d'âge, mûr aux yeux fatigués et au costume froissé. Il refusa l'offre d'Elena de café et alla droit au but. « Mademoiselle Ferraz, j'enquête sur une série de crimes financiers liés au développement du port de Santos à partir de 2009. Votre nom est apparu dans nos recherches. » Elena garda son visage neutre. « Je ne vois pas comment. Je n'ai eu aucun lien avec ce projet. »« Pas directement, » admit Rocha. « Mais votre petit ami de l'époque, si, Miguel Oliveira. » Le cœur d'Elena s'emballa, mais des années de négociations commerciales lui avaient appris à cacher ses émotions. « C'était il y a longtemps, détective. »« 15 ans, acquiesça Rocha, vers l'époque où Oliveira a disparu. » Il étudia son visage. « Saviez-vous qu'il enquêtait sur des irrégularités dans le projet avant sa disparition ?»« Miguel n'a jamais discuté de son travail en détail, » répondit prudemment Elena. « Et comme je l'ai dit à la police à l'époque, sa disparition a été totalement inattendue. » Rocha sortit un petit carnet. « Notre enquête sur Roberto Mendes a rouvert plusieurs affaires froides, y compris la disparition d'Oliveira. Nous avons des raisons de croire qu'il a peut-être été réduit au silence à cause de ce qu'il a découvert. » L'esprit d'Elena s'emballa. S'agissait-il d'une véritable enquête ou d'un piège tendu par Mendes pour voir si Miguel avait refait surface? C'est une accusation grave, détective. En effet. Rocha rangea son carnet. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit de cette époque, quoi que ce soit qu'Oliveira ait pu dire sur son travail, toute personne inhabituelle qui aurait pu le contacter, j'apprécierais un coup de fil. Il lui tendit sa carte. Bien sûr, dit Elena se levant pour indiquer que la réunion était terminée. Mais c'était il y a 15 ans. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. Après le départ du détective, Elena appela immédiatement la maison à nouveau. Pas de réponse. Elle essaya le téléphone temporaire de Miguel, toujours pas de réponse. La panique commença à monter en elle. Elle prit son sac à main et sortit précipitamment du bureau, disant à Rita de reporter ses rendez-vous de l'après-midi. Le trajet jusqu'à son appartement fut tortueux. Chaque feu rouge une éternité. Lorsqu'elle arriva enfin chez elle, l'appartement était vide. Aucune trace de Miguel. Ses quelques effets personnels étaient toujours là, ce qui la calma légèrement. Mais où était-il? Une note manuscrite sur le comptoir de la cuisine attira son attention. « Je suis allé me promener. J'avais besoin d'air frais, bientôt de retour. » Elena s'effondra sur une chaise soulagée. Son téléphone sonna. Sa mère. Les mains tremblantes, elle répondit. « Elena, tu vas bien? Tu as l'air bizarre, » dit immédiatement. « Carolina, je vais bien, maman, juste occupée par le travail. » Trop occupée pour répondre aux appels de ta mère? La voix de Carolina conservait son mélange habituel d'inquiétude et d'accusation. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Peux-tu venir dîner ce soir? »« Pas ce soir, » répondit Elena, regardant la porte avec anxiété. « J'ai des réunions. C'est à propos de Roberto Mendes, » dit Carolina, faisant glacer le sang d'Elena. « C'est un vieil ami de ton père, tu sais. Il m'a appelé hier pour me demander des nouvelles de toi. » Elena faillit laisser tomber le téléphone. « Quoi? Pourquoi t'appellerait-il? » Il organise une collecte de fonds pour sa campagne la semaine prochaine. Il m'a spécifiquement demandé si tu y assisterais. Il est intéressé par la discussion de partenariats commerciaux potentiels. L'esprit d'Elena s'emballa. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. « Qu'avez-vous dit à ce détective ?» demanda-t-elle, essayant de garder la voix stable. « Que vous seriez ravi, bien sûr, » répondit Carolina. « Elena, savez-vous ce que cela pourrait signifier pour votre entreprise? Des contrats gouvernementaux, une exposition internationale. Mendes a spécifiquement mentionné l'internationalisation de votre marque s'il remportait la présidence. » La porte d'entrée s'ouvrit et Miguel entra. Elena ressentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit ne pas pouvoir parler. « Maman, je dois y aller, je vous rappellerai. » Dès qu'elle raccrocha, Elena se précipita vers Miguel, le surprenant par une étreinte serrée. « Où étais-tu? Je me suis inquiété terriblement. » Miguel rendit l'étreinte, la confusion peinte sur son visage.
Je me promenais simplement dans le parc en face. Que s'est-il passé? Elena se recula, rassemblant ses pensées. Un détective est venu à mon bureau pour vous interroger, à propos de votre disparition et du projet Santos. Miguel pâlit. Qu'avez-vous dit? Rien. Elena le conduisit vers le canapé. Mais ce n'est pas tout. Ma mère vient d'appeler. Roberto Mendes l'a contacté en demandant spécifiquement de moi. Il m'a invité à une collecte de fonds pour sa campagne. Ce n'est pas une coïncidence, dit Miguel, exprimant la pensée exacte d'Elena. Il a dit à ma mère qu'il était intéressé par des partenariats commerciaux avec mon entreprise. Elena passa ses mains dans ses cheveux avec frustration. Miguel, je pense qu'il sait que tu es de retour. Il envoie un message. Miguel se leva et se mit à marcher de long en large. C'est exactement ce que je craignais. Je t'ai mise en danger simplement en étant ici. On ne le sait pas avec certitude, dit Elena, bien qu'elle ne croyait pas entièrement ses propres mots. Le détective semblait mener une véritable enquête sur Mendes. Peut-être que les autorités finissent par le rattraper et qu'il se sent acculé. Raison de plus pour qu'il veuille éliminer toutes les menaces, rétorqua Miguel. Elena, je devrais partir. Si Mendes découvre que je t'ai contacté? Non. Elena se leva et saisit son bras. Fuir n'a rien résolu il y a 15 ans. Cela ne résoudra rien maintenant. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, ils furent tous deux transportés dans un autre temps, lorsque leur amour avait semblé invincible, avant que la corruption et la peur ne les arrachent l'un à l'autre. Alors, que faisons-nous? Demanda Miguel doucement. Elena prit une profonde inspiration. Je vais à cette collecte de fonds. Quoi? Elena, non, écoute-moi, l'interrompit-elle. Si Mendes soupçonne ton retour, il me surveille déjà. Refuser son invitation ne ferait que confirmer ses soupçons. Mais si j'y vais, si j'agis normalement, peut-être pourrais-je découvrir ce qu'il sait. Peut-être même trouver des preuves. Miguel secoua la tête avec véhémence. C'est trop dangereux. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Je dois protéger mon entreprise, mes employés. La voix d'Elena était ferme. Et je ne vivrai pas dans la peur, Miguel. Plus jamais. J'ai perdu 15 ans à cause de cet homme, je n'en perdrai pas plus. Avant que Miguel ne puisse protester davantage, la sonnette retentit. Ils se figèrent, tous les deux. C'est probablement Antonio, dit Elena, regardant sa montre. Mon avocat, il est en avance. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, ce n'était pas Antonio qui se tenait là. Béatrice, dit Elena, la surprise évidente dans sa voix. Que fais-tu ici? Sa sœur la dépassa pour entrer dans l'appartement. J'essaie de te joindre toute la journée. Pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone? Puis Béatrice s'arrêta, ses yeux se posant sur Miguel. Elle le regarda avec incrédulité, son visage se vidant de sa couleur. Miguel, murmura-t-elle. Miguel Oliveira? Le silence tomba dans la pièce tandis que Béatrice regardait Miguel, puis Elena, puis de nouveau Miguel. Le choc écrit sur ses traits. Je ne comprends pas, dit enfin Béatrice. Tu es vivant tout ce temps? Elena ferma rapidement la porte. Béatrice, s'il te plaît, je peux expliquer. Mais sa sœur ne l'écoutait pas. Elle s'approcha de Miguel lentement, comme s'il pouvait disparaître si elle bougeait trop vite. C'est vraiment toi, dit-elle, la voix tremblante. Où étais-tu? Sais-tu ce que ta disparition a fait à Elena? Miguel baissa les yeux. Je sais que j'ai beaucoup à expliquer. À expliquer? La voix de Béatrice s'éleva. Elena n'arrivait plus à fonctionner pendant des mois, des années. Elle pensait que tu étais mort. Béatrice, s'il te plaît, intervint Elena. C'est compliqué. Miguel n'est pas parti de son plein gré. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Béatrice. Elena regarda Miguel, qui hocha légèrement la tête. Ensemble, ils expliquèrent tout. La corruption que Miguel avait découverte, les menaces de Mendes, les 15 ans au Paraguay et son récent retour. Béatrice écouta dans un silence stupéfait, s'affaissant sur le canapé, tandis que l'histoire se déroulait. « Je n'arrive pas à y croire, dit-elle enfin. Roberto Mendes? Il est venu dîner chez nous. Papa le considérait comme un ami. C'est une partie du problème, dit Elena. Il est lié à des gens puissants, y compris notre famille, ce qui rend cette situation encore plus compliquée. Béatrice se tourna vers Miguel. « As-tu des preuves de tout cela? Quelque chose qui tiendrait devant un tribunal ?» Miguel secoua la tête. « Plus maintenant. J'avais des documents à l'époque, mais ils m'ont été pris. C'est pourquoi Elena et moi
Essayons de comprendre ce que nous devons faire ensuite. Et pendant ce temps, Mendes se présente à la présidence, dit Béatrice, la gravité de la situation s'installant. Et il a invité Elena à une collecte de fonds. Comment le sais-tu? Demanda Elena. Maman m'a appelé aussi. Elle est ravie. Elle dit que ça pourrait être énorme pour ton entreprise. Béatrice avait l'air préoccupée. Elle veut que nous y allions tous en famille, pour montrer notre soutien. Elena s'assit à côté de sa sœur. Béatrice, tu ne peux parler de Miguel à personne. Pas même à Pedro, surtout pas à maman, c'est trop dangereux. Béatrice hocha lentement la tête. Je comprends. Mais Elena, tu ne peux pas sérieusement envisager d'aller à cette collecte de fonds? Je ne vois pas que j'ai le choix, répondit Elena. Si je refuse, cela pourrait éveiller des soupçons. Et peut-être pourrais-je apprendre quelque chose d'utile. C'est trop risqué, dirent Béatrice et Miguel simultanément. La sonnette retentit à nouveau et cette fois, c'était Antonio. L'avocat fut surpris de trouver Béatrice là, mais s'adapta rapidement au changement de plan. Ils passèrent l'heure suivante à discuter de la manière de rétablir l'identité légale de Miguel sans attirer l'attention. « Il y a des moyens », leur assura Antonio, « mais cela prendra du temps et de l'argent. L'argent n'est pas un problème », dit Elena fermement. Après le départ d'Antonio, Béatrice serra sa sœur dans ses bras. « Fais attention, Elena. Promets-moi que tu feras attention. »« Je le ferai », lui assura Elena. « Et merci pour ta compréhension, pour ne pas me juger. » Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, Miguel s'approcha d'Elena. « Je n'aime toujours pas l'idée que tu ailles à cette collecte de fonds. »« Je sais. » Elena toucha son visage doucement. « Mais nous devons être stratégiques. Mendes est puissant, mais il n'est pas invincible. Chaque homme corrompu a un point faible. Nous devons juste le trouver. » Miguel se pencha vers sa caresse, ses yeux se fermant brièvement. « Je ne peux pas te perdre à nouveau, Elena. Je ne survivrai pas une seconde fois. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens. Elena sentit les larmes la menacer, mais les retint. Ils avaient tous les deux changé pendant leurs années de séparation, endurcis d'une certaine manière, adoucis d'une autre. Mais le cœur de ce qui les avait unis restait. « Tu ne me perdras pas, » promit-elle. « Plus jamais. » Ce soir-là, alors qu'ils se préparaient à se coucher dans leurs chambres séparées, Elena s'arrêta à la porte de la chambre d'amis. Miguel était assis au bord du lit, fixant ses mains. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. « Il était temps, » répondit-il, levant les yeux vers elle. « Il était temps de penser à tout ce temps que nous avons perdu, à sa valeur inestimable. » Elena entra dans la pièce et s'assit à côté de lui. « Je rêvais de toi, » avoua-t-elle. « Pendant des années après ta disparition, je rêvais que tu reviennes, qu'il y ait une explication. Qu'on ait une seconde chance. Et maintenant » demanda Miguel. « Maintenant, j'ai peur de croire que c'est réel, » murmura-t-elle, « peur de me réveiller et que tu sois à nouveau parti. » Miguel prit sa main dans les siennes, leurs doigts s'entremêlant naturellement. « Je suis là, Elena, aussi longtemps que tu le voudras. » Elle regarda leurs mains jointes, si familières et pourtant si nouvelles. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » avoua-t-elle, les mots s'échappant avant même qu'elle puisse y réfléchir. Même lorsque je pensais que tu m'avais abandonné, même lorsque j'ai essayé de te haïr, une partie de moi n'a jamais cessé. Les yeux de Miguel brillaient d'émotion. Moi non plus, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu étais ma première pensée chaque matin et ma dernière pensée chaque soir, pendant 15 ans. La distance entre eux, physique et émotionnelle, diminuait de jour en jour. Maintenant, assis côte à côte dans le calme de la nuit, elle semblait disparaître complètement. Elena se pencha en avant, le cœur battant, et effleura ses lèvres des siennes. Le baiser fut d'abord tendre, hésitant, comme une question. Puis, alors que Miguel répondait, il s'approfondit, en quelque chose de plus urgent, une reconnexion d'âmes longtemps séparées. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Reste avec moi ce soir », murmura Elena, « juste pour dormir. J'ai besoin de savoir que tu es là quand je me réveillerai. » Cette nuit-là, allongée dans le lit d'Elena, la tête sur sa poitrine, Miguel la serra comme si elle pouvait disparaître. Et Elena écouta les battements de son cœur, solides et réels, prouvant que ce n'était pas qu'un autre rêve. Mais à l'approche de l'aube, le téléphone d'Elena vibra. Un message. Elle se dégagea prudemment des bras de Miguel pour le consulter. Il provenait d'un numéro inconnu. « Madame Ferraz, ici le détective Rocha.
Nous devons nous rencontrer d'urgence. J'ai des informations sur Miguel Oliveira et Roberto Mendes que vous devez voir. Venez seul. Ne faites confiance à personne. » Elena fixa le message, un frisson parcourant son corps malgré la chaleur de Miguel à côté d'elle. Était-ce vraiment le détective? Ou était-ce un piège? En regardant le visage paisible de Miguel endormi, Elena sut qu'elle ferait tout pour le protéger, pour protéger ce qu'ils avaient retrouvé. Mais elle savait aussi que Mendes ferait tout pour protéger ses ambitions. Et dans ce moment, avant l'aube, Elena réalisa que les lignes de bataille étaient tracées. Il n'y aurait pas de fuite cette fois, pas de cachette. S'ils voulaient un avenir ensemble, ils devraient se battre pour cela. Et Roberto Mendes allait découvrir qu'Elena Ferraz n'était pas une femme à sous-estimer. Plus maintenant. Elena regarda son reflet dans la glace en pied. La robe de soirée noire était élégante mais sobre, parfaite pour une levée de fonds politique. Ses cheveux étaient relevés avec sophistication, des diamants scintillant à ses oreilles. Elle avait tout l'air de la femme d'affaires prospère qu'elle était, ne laissant transparaître aucun indice du tumulte intérieur. Ce soir, c'était la levée de fonds de Roberto Mendes. Ce soir, elle ferait face à l'homme qui a détruit son bonheur il y a 15 ans. « Tu es magnifique », dit Miguel de l'embrasure de sa chambre. Elena se tourna vers lui avec un sourire crispé. « Je préférerais être n'importe où ailleurs qu'à cet événement. »« Tu n'es pas obligé d'y aller, » dit Miguel, bien qu'ils sachent tous les deux que ce n'était pas vrai. Après avoir reçu le message texte mystérieux du détective Rocha il y a 3 jours, Elena avait essayé de le contacter. Ses appels sont allés directement sur la messagerie vocale. Elle s'était même rendue au poste de police pour se faire dire que Rocha était en congé pour raisons personnelles. Cela semblait inquiétant. « On a déjà parlé de ça, » dit Elena en prenant sa petite pochette. « Je dois paraître normal, et peut-être que je pourrai trouver quelque chose que nous pourrons utiliser contre Mendes. » Miguel s'approcha d'elle, ajustant son collier délicatement. « Promets-moi juste que tu feras attention. Si quelque chose te semble anormal, pars immédiatement. » Elena hocha la tête. Antonio sera là aussi, et Béatrice et Pedro. L'avocat avait accepté d'accompagner Elena comme son invitée pour la soirée, une association professionnelle qui ne soulèverait pas les sourcils. Béatrice et Pedro seraient à présent avec leur mère, maintenant l'apparence d'une famille soutenant les ambitions politiques d'un vieil ami. « J'ai programmé mon numéro en numérotation rapide », lui rappela Miguel. « Une pression, et je saurai que tu as besoin d'aide. » Elena toucha son visage doucement. Ce n'est qu'une levée de fonds, quelques heures de faux sourires et de petites conversations. Je vais bien. Mais ils savaient tous les deux les risques. Au cours des 3 semaines qui s'étaient écoulées depuis que Miguel était réapparu dans sa vie, leur lien s'était renforcé chaque jour. Ils étaient passés du choc des retrouvailles à un engagement renouvelé qui s'approfondissait. La nuit dernière, ils avaient enfin fait l'amour avec tendresse et passion, une revendication de ce qui leur avait été volé. La sonnette retentit. Antonio arrivait pour l'escorter. « Je t'attendrai ici », promit Miguel en l'embrassant, une dernière fois. Elena toucha ses lèvres, savourant la sensation. « Je sais. » L'hôtel national était illuminé de lumières bleues et blanches, les couleurs de la campagne de Mendes. La sécurité était stricte, avec des gardes vérifiant les invitations et des détecteurs de métaux à l'entrée. Elena aperçut des caméras de télévision et des journalistes interviewant les invités à leur arrivée. « Toute une production », commenta Antonio en entrant dans la grande salle de bal. Mendes ne ménage pas ses efforts. La salle était remplie de l'élite brésilienne, politiciens, chefs d'entreprise, célébrités. Des lustres en cristal brillaient au-dessus et des serveurs circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. Elena. Sa mère s'approcha, élégante dans sa soie bleu marine. « Tu es magnifique. »« Viens, Roberto t'a demandé. » Elena sentit son corps se tendre, mais garda le sourire en place. « Maman, tu te souviens d'Antonio Barros, mon avocat ?» Carolina reconnut à peine Antonio, trop occupé à amener Elena auprès de Mendes. « Il est près de la scène avec le gouverneur. C'est ta chance de faire bonne impression. » Elena échangea un regard avec Antonio qui hocha légèrement la tête. Ils avaient prévu ce moment. Roberto Mendes se tenait dans un cercle d'admirateurs, captivant l'attention par sa présence charismatique. À 62 ans, il était toujours beau, ses cheveux argentés et son costume sur mesure, projetant puissance et confiance.
Il sourit largement en voyant Elena s'approcher. « Elena Ferraz, dit-il, lui tendant la main. Je suis ravi que tu puisses te joindre à nous ce soir. » Elena prit sa main, luttant contre l'envie de reculer. Cet homme avait ordonné la disparition de Miguel, avait menacé de la tuer, avait volé 15 ans de leur vie ensemble. « Sénateur Mendes. »« répondit-elle calmement. « Félicitations pour le lancement de votre campagne. J'ai suivi le succès de votre entreprise, dit Mendes, gardant sa main dans la sienne un peu plus longtemps que nécessaire. Des réalisations impressionnantes. Le Brésil a besoin de plus d'entrepreneurs comme vous. Merci, dit Elena en retirant sa main. Nous avons travaillé dur. Nous devrions discuter de collaboration possible, continua Mendes. Peut-être une réunion privée la semaine prochaine? J'ai quelques idées sur l'expansion de votre marque à l'international. Ses yeux croisèrent les siens et Elena sentit un frisson. Il y avait quelque chose de prédateur dans son regard, calculateur, évaluateur. « Ce serait merveilleux, » répondit-elle en gardant son calme. « Mon assistante peut se coordonner avec votre bureau. » Mendes sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Parfait. Et s'il vous plaît, profitez de la soirée. Je crois que votre table est près de l'avant. Je me suis assuré de cela. » Alors qu'Elena s'éloignait avec Antonio, elle prit une profonde inspiration pour se calmer. « Tu as bien fait, » murmura Antonio. « Il ne soupçonne rien. »« Il soupçonne tout, » corrigea Elena doucement. « Il joue avec moi, comme un chat avec une souris. » Ils trouvèrent leur table où Béatrice, Pedro et Carolina étaient déjà assis. Béatrice serra la main d'Elena sous la table, un geste silencieux de soutien. La soirée se poursuivit avec des discours louant la vision de Mendes pour le Brésil, des témoignages sur son intégrité et son leadership. Elena écoutait avec dégoût croissant les mensonges flagrants. Cet homme, présenté comme un sauveur, était corrompu jusqu'à la moelle. Pendant le dîner, Elena s'excusa pour se rendre aux toilettes. Alors qu'elle se lavait les mains, une femme émergea d'une des cabines, élégante, dans la cinquantaine, avec des yeux perspicaces. « Elena Ferraz, » dit la femme. « Je suis Teresa Mendes, la femme de Roberto. » Elena se figea un instant, puis se remit. « Madame Mendes, ravie de vous rencontrer. »« J'en doute, » dit Teresa avec un petit sourire amer. « Personne n'est vraiment ravi de rencontrer la femme d'un homme politique. Nous ne sommes que des accessoires. » Elena ne savait pas comment répondre à cette franchise inattendue. « Mon mari parle beaucoup de vous, » continua Teresa, se maquillant les lèvres au miroir. « Il est très intéressé par votre compagnie. » Quelque chose dans son ton poussa Elena à regarder de plus près le reflet de Teresa. Leurs regards se croisèrent dans le miroir. « Je devrais retourner à ma table, » dit Elena prudemment. « Bien sûr. » Teresa referma son rouge à lèvres d'un clic décisif. « Un conseil, Madame Ferraz. Mon mari collectionne les belles choses, les entreprises, l'art, les gens, et il n'aime pas perdre ce qu'il considère comme sien. » Avant qu'Elena ne puisse répondre, Teresa quitta les toilettes. Cette rencontre la laissa mal à l'aise. Était-ce un avertissement, une menace? Quand elle retourna à la table, elle trouva Roberto Mendes lui-même assis sur sa chaise, discutant amicalement avec sa mère. Il se leva en la voyant. « Ah, Elena, je venais juste de parler à votre mère de mes projets pour le ministère de l'Industrie et du Commerce lorsque je serai élu. J'aimerais que vous fassiez partie de mon comité consultatif. » Carolina rayonnait de fierté. « N'est-ce pas merveilleux, Elena? Un tel honneur !»« En effet, » réussit à dire Elena, « bien que je sois très occupée avec ma société. »« Nous trouvons tous le temps pour ce qui est important, » répondit Mendes avec aisance. Il regarda sa montre. « Je devrais aller saluer les autres invités, mais Elena, passez au bureau avant de partir. Ma secrétaire particulière a des documents que j'aimerais que vous examiniez concernant notre collaboration potentielle. » Après son départ, Carolina ne put contenir son excitation. Cela pourrait être l'occasion d'une vie. Roberto a une telle influence. Elena échangea des regards avec Béatrice, qui avait l'air préoccupée. Elles savaient toutes les deux ce qu'était réellement cette occasion. Mendes, gardant Elena à proximité, la surveillant. Lorsque le programme officiel prit fin et que les invités commencèrent à réseauter, Antonio se pencha vers Elena. « Je ne pense pas que vous devriez aller à son bureau. »« Je suis d'accord, » dit Elena. « Mais refuser pourrait le rendre soupçonneux. »« J'irai avec vous, » proposa Antonio. Elena hocha la tête avec gratitude. Avoir un
témoin pourrait apporter une certaine protection. Le bureau temporaire de Mendes se trouvait dans une suite au dernier étage de l'hôtel. Sa secrétaire, une femme à l'air sévère, les accueillit froidement. « Le sénateur attend, madame. Ferraz seul », ajouta-t-elle en regardant Antonio avec insistance. « Monsieur Barros est mon conseiller juridique », dit Elena fermement. « Il examine toutes les propositions commerciales en mon nom. » Les lèvres de la secrétaire se pincèrent un mécontentement, mais elle les conduisit tous les deux dans un bureau luxueux où Mendes examinait des papiers. « Elena », sourit-il, bien que son sourire se fane légèrement lorsqu'il vit Antonio. « Et Monsieur Barros, veuillez vous asseoir. » Elena resta debout. « Vous avez mentionné des documents que je devais examiner ?» Direct au but, gloussa. « Mendes, j'admire cela. » Il sortit un dossier de son bureau. « Un partenariat proposé entre votre entreprise et notre nouvelle initiative gouvernementale pour les femmes entrepreneurs. Vos produits promus à l'échelle nationale, avec l'aval du gouvernement. » Elena prit le dossier mais ne l'ouvrit pas. « Je vais l'examiner et mon équipe contactera la vôtre. » Mendes hocha la tête, puis la fixa d'un regard intense. « Il y a une autre question dont je voulais vous parler, une question plus personnelle. » Elena sentit son rythme cardiaque s'accélérer, mais conserva une expression neutre. « Ah, je comprends que vous ayez récemment renoué avec un vieil ami, » dit Mendes avec désinvolture. « Quelqu'un de votre passé. » La pièce sembla devenir plus froide. « Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. » Mendes sourit légèrement. « Allez, Elena, ne jouons pas à des jeux. Miguel Oliveira est de retour à São Paulo après une très longue absence. Et il séjourne dans votre appartement. » Elena eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds, mais des années de négociations commerciales l'aidèrent à garder son calme. « Je n'étais pas au courant que ma vie privée intéressait votre campagne, sénateur. Elle devient mon intérêt lorsqu'elle implique un homme qui a autrefois formulé des allégations très graves, très fausses à mon sujet, » dit Mendes, sa façade amicale s'effondrant légèrement. « Des allégations qui pourraient nuire à ma campagne si elles étaient remises sur le tapis. » « Je ne sais pas à quelles allégations vous faites référence, » dit Elena d'un ton égal. Mendes s'adossa à sa chaise. « Je vous aimais bien, Elena. J'ai vu le potentiel d'une relation mutuellement bénéfique. Mais héberger Oliveira complique les choses. Vous me menacez. »« Sénateur » demanda directement Elena. Mendes rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. « Menacer ? Non. Vous avertir, peut-être. Oliveira a disparu pour de bonnes raisons il y a 15 ans. Il serait malheureux que l'histoire se répète. » Antonio fit un pas en avant. « Je crois que cette réunion est terminée. Toute communication ultérieure doit être transmise par l'intermédiaire de mon bureau. » Les yeux de Mendes ne quittèrent jamais ceux d'Elena. « Réfléchissez bien à vos priorités, Madame Ferraz. Votre entreprise, votre réputation, votre avenir. Ne les jetez pas pour un homme qui vous a déjà abandonné. » Elena replaça le dossier sur son bureau. « Merci pour l'invitation ce soir, sénateur. Je ne prendrai pas en considération votre proposition. » En quittant le bureau, les mains d'Elena tremblaient. Antonio la guida jusqu'à l'ascenseur. « Nous devons partir maintenant, » dit-il avec urgence. « Et vous devez avertir Miguel. » Elena sortit son téléphone pour appeler Miguel, mais il n'y avait pas de réseau dans l'ascenseur. Dès qu'ils atteignirent le hall, elle essaya à nouveau. Pas de réponse. « Quelque chose ne va pas, » dit-elle, la panique montant dans sa gorge. « Il ne répond pas. » Ils se précipitèrent vers la voiture d'Antonio et Elena essaya de joindre Miguel à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu'à son appartement. Chaque sonnerie sans réponse augmentait sa peur. À leur arrivée, le portier les informa que 2 policiers étaient revenus chercher M. Silva environ 1 heure auparavant. Elena courut vers l'ascenseur, Antonio la suivant d'eux. Près, l'appartement était vide. Des signes de lutte étaient visibles dans le salon. Une lampe renversée, un verre cassé par terre. Sur la table basse se trouvait un badge de police. Elena le ramassa les mains tremblantes. « Détective Paulo Rocha », lut-elle à haute voix. « Antonio, ce n'étaient pas des policiers, c'étaient les hommes de Mendes. »« Nous devons appeler la vraie police », dit Antonio en composant déjà le numéro. « Non », Elena l'arrêta. « Nous ne pouvons pas leur faire confiance. Mendes a des relations partout. » Elle parcourut la pièce, essayant de réfléchir. « Nous avons besoin d'un levier. Quelque chose pour forcer Mendes à libérer Miguel. » Le téléphone d'Elena sonna, un numéro inconnu. Elle répondit immédiatement, espérant que c'était Miguel. «
Madame Ferraz, dit une voix de femme. Teresa Mendes. Je crois qu'il vous manque quelque chose. L'étreinte d'Elena sur le téléphone se resserra. Où est-il? En sécurité pour l'instant, répondit Teresa. Roberto ne sait pas que je vous appelle. Il pense que je suis toujours à la collecte de fonds. Que voulez-vous? Demanda Elena. Mettre fin à tout ça, dit simplement Teresa. J'ai passé 30 ans mariée à un monstre. Je l'ai vu détruire d'innombrables vies. Je ne le laisserai pas devenir président. Elena n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Pourquoi vous nous aidez-vous? Parce que j'ai le cancer, dit Teresa d'un ton neutre. 6 mois à vivre, peut-être moins. Et je veux mourir en sachant que j'ai enfin fait quelque chose de bien. Où est Miguel? Demanda à nouveau Elena. Dans un entrepôt abandonné que Roberto possède dans le quartier industriel. Je vais vous envoyer l'adresse par SMS. Teresa fit une pause. Et Elena? J'ai autre chose. Quelque chose que Roberto ignore. Je l'ai gardé. Les documents originaux du projet Santos, ceux que Miguel a copiés il y a 15 ans. Les preuves. Elena sentit un espoir jaillir en elle. Pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté? Plutôt peur, admit Teresa. Roberto a menacé notre fils. Mais Paolo est grand maintenant, en sécurité en Europe, et je n'ai plus rien à perdre. Comment puis-je obtenir ces documents? Ils sont dans un coffre-fort. Je vous donnerai la clé et les détails lorsque nous nous rencontrerons. Mais d'abord, vous devez sauver Miguel. Les hommes de Roberto ne le garderont pas en vie longtemps. Après avoir reçu le texto de Teresa avec l'adresse de l'entrepôt, Elena appela Béatrice. « J'ai besoin de ton aide, » dit-elle avec urgence. Miguel a été enlevé. En 30 minutes, un plan était en place. Pedro, qui avait des contacts dans une société de sécurité privée, avait organisé la rencontre de 3 anciens militaires près de l'entrepôt. Antonio avait contacté un journaliste de confiance de Brasil Urgente, prêt à diffuser l'histoire si quelque chose tournait mal. « Tu devrais rester ici », pressa Béatrice Elena alors qu'elle se préparait à partir. « C'est trop dangereux. »« Je l'ai abandonné une fois », dit Elena, la détermination dans la voix. « Plus jamais. » L'entrepôt était situé dans une zone désolée, entourée de terrains vagues. De leur point de vue, de l'autre côté de la rue, ils pouvaient voir 2 hommes gardant l'entrée. « Il y en a probablement plus à l'intérieur », avertit le contact sécurité de Pedro. « Nous pouvons gérer les gardes, mais vous devez être prête à bouger vite. » Elena hocha la tête, le cœur battant. La pensée que Miguel puisse être blessé, ou pire, était insupportable. Tout le reste, son entreprise, sa réputation, même sa propre sécurité, semblait insignifiant par rapport à son salut. L'équipe de sécurité a agi avec une efficacité professionnelle, neutralisant les gardes silencieusement et sécurisant l'entrée. Elena, Béatrice, Pedro et Antonio les ont suivis, entrant prudemment dans l'entrepôt faiblement éclairé. Ils ont trouvé Miguel dans un bureau à l'arrière, attaché à une chaise, le visage meurtri et ensanglanté. Elena a couru vers lui, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle s'efforçait de défaire ses liens. « Elena, » murmura-t-il d'une voix rauque, « tu ne devrais pas être là. C'est un piège. » Avant qu'elle ne puisse répondre, de lents applaudissements résonnèrent dans la pièce. Roberto Mendes sortit de l'ombre, une arme à la main. « Comme c'est touchant, » dit-il froidement, les amants réunis à nouveau. L'équipe de sécurité braqua ses armes sur Mendes, mais il resta calme. « Je ne le ferai pas, » avertissait-il. « Mes hommes sont postés à l'extérieur, un coup de fil et ce bâtiment est encerclé. »« C'est fini, Mendes, » dit Elena, aidant Miguel à se relever. « Nous avons les preuves, les documents originaux de Santos. » Pour la première fois, l'incertitude traversa le visage de Mendes. « Vous bluffez. Votre femme a gardé des copies, » révéla Elena. « Elle nous a tout donné. »« Teresa ?» Mendes sembla véritablement choqué. « Vous mentez. »« Elle est mourante, » continua Elena. « Un cancer, elle n'a rien à perdre en vous dénonçant. » Le calme de Mendes se brisa davantage. Même si c'est vrai, qui la croirait? L'épouse amère d'un homme à succès qui fait des accusations par vengeance. « Les documents parlent d'eux-mêmes, » dit Miguel, sa voix plus forte maintenant. « Transfert bancaire, signature, registre de réunion avec des représentants de cartels, tout ce que j'ai trouvé il y a 15 ans, et plus encore. » Mendes leva son arme, la pointant directement sur Miguel. « Alors je devrais finir ce que j'ai commencé il y a 15 ans. Vous deux, cette fois. » Tout s'est passé dans un flou. Elena se plaça devant Miguel pour le protéger. L'équipe de sécurité lança des avertissements. Et une nouvelle voix brisa la tension.
Ça suffit, Roberto. Teresa Mendes se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle mais composée, un dossier à la main. Derrière elle se trouvait le détective Paolo Rocha, le vrai cette fois, ainsi que plusieurs policiers en uniforme. Le visage de Roberto se tordit de rage. « Tu m'as trahi ?»« Non, » dit Teresa doucement. « Tu t'es trahi toi-même. Ton ambition, ta cupidité, elles t'ont corrompu il y a longtemps. » Le détective Rocha fit un pas en avant. « Roberto Mendes, vous êtes arrêté pour enlèvement, tentative de meurtre et corruption. » Alors que les policiers s'apprêtaient à l'appréhender, Mendes fit un geste désespéré vers Miguel et Elena. Des coups de feu furent tirés. Lorsque le chaos s'est dissipé, Roberto Mendes gisait sur le sol de l'entrepôt, blessé mais vivant, sa carrière politique et sa liberté terminées. Dans la foulée, tout s'est passé rapidement. Mendes a été arrêté. Teresa a fourni ses preuves aux autorités. Le journaliste qu'Antonio avait contacté a publié l'histoire, provoquant un séisme politique qui a atteint les plus hauts niveaux du gouvernement. Miguel a été brièvement hospitalisé pour ses blessures, Elena refusant de quitter ses côtés. À sa sortie 3 jours plus tard, ils sont retournés dans son appartement, devenu véritablement leur foyer. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Miguel, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, regardant le coucher de soleil sur São Paulo. Elena prit sa main, sentant la chaleur qui avait été absente de sa vie pendant 15 ans. « On recommence, ensemble. Votre entreprise ira bien, l'interrompit-elle. La publicité suite à la dénonciation de Mendes a en fait amélioré notre profil. Les ventes ont augmenté de 30%. Miguel sourit, toujours un peu déconcerté par la rapidité avec laquelle tout avait changé. Et nous, après tout ce temps, tout ce qui s'est passé? Elena se pencha en avant et l'embrassa doucement. Certaines connexions ne peuvent pas être rompues, Miguel. Ni par le temps, ni par la distance, ni même par les hommes les plus puissants du Brésil. 3 mois plus tard, Elena se tenait dans le jardin de la maison de sa mère, entourée de sa famille et de ses amis. Le scandale s'était estompé, des gros titres, remplacés par des nouvelles du procès de Mendes et des enquêtes sur la corruption en cours qui avaient résulté des preuves de Teresa. Béatrice s'approcha, portant une petite boîte. Elle vient d'arriver. Timing parfait. Elena l'ouvrit pour trouver une paire d'alliances en or simple. Elles sont parfaites. Carolina s'agita, s'occupant de la robe d'Elena. Une simple robe d'été couleur crème, pas la robe élaborée, qu'elle avait toujours imaginée pour le mariage de sa fille. Es-tu sûre de ne pas vouloir attendre, d'avoir une vraie cérémonie? Laisser le temps aux gens d'oublier le scandale? J'ai attendu 15 ans, mère, dit Elena fermement. Je n'attends pas un jour de plus. La cérémonie fut petite et intime, tout ce que leur premier mariage prévu 15 ans plus tôt n'aurait pas été. Alors que Miguel plaçait l'anneau au doigt d'Elena, les mains fermes et sûres, il prononça les paroles qu'ils avaient toutes deux portées dans leur cœur pendant des années de séparation. Même le temps n'a pas pu diminuer ce que je ressens pour toi. Chaque jour passé loin de toi ne faisait que m'amener à t'aimer davantage, et chaque jour ensemble à partir de maintenant est un cadeau que je ne prendrai jamais pour acquis. Elena, qui avait bâti un empire avec sa force et sa détermination, fut émue aux larmes par la simple vérité de ses paroles. Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, des acclamations éclatèrent de la part de leurs amis et de leur famille. Ce soir-là, lors d'une petite réception dans le jardin de sa mère, Elena trouva un moment seule avec Teresa Mendes, qui était venue malgré son état affaibli. « Merci », dit simplement Elena. « Pour tout. » Teresa sourit, un sourire sincère qui transforma son visage fatigué. « J'ai passé des décennies comme l'épouse silencieuse d'un homme puissant. J'observais, je collectais des preuves que j'avais trop peur d'utiliser. En fin de compte, il a fallu ton courage pour me donner le mien. »« Comment te sens-tu » demanda Elena doucement. « En paix, » répondit Teresa. « Pour la première fois de ma vie. » Elle regarda Miguel, qui riait avec Pedro et Antonio. « Chérie ta seconde chance, Elena. Elles sont rares dans cette vie. » 6 mois plus tard, Elena était assise au chevet de Teresa, lui tenant la main alors qu'elle faisait ses derniers soupirs. La femme qui avait contribué à faire tomber l'un des politiciens les plus corrompus du Brésil est morte, en sachant qu'elle avait enfin fait ce qu'il fallait, entourée de gens qui étaient devenus sa véritable famille. Roberto Mendes a été condamné à 20 ans de prison pour corruption, complot et tentative de meurtre. Le scandale du projet Santos
a conduit à des enquêtes qui ont révélé des décennies de corruption, changeant le paysage politique du Brésil. Et dans une maison coloniale rénovée à la campagne, près de São Paulo, Helena et Miguel ont construit la vie qui leur avait été volée. Helena a continué à diriger son entreprise, mais avec une nouvelle perspective sur ce qui importait vraiment. Miguel, avec son expertise financière, a créé une fondation pour aider les victimes de la corruption et de la violence politique. Parfois, lors de soirées calmes, alors qu'ils étaient assis sur leur véranda à regarder le coucher de soleil, Helena repensait à la nuit pluvieuse où elle avait aperçu un sans-abri dans la rue et avait pris la décision impulsive de lui offrir un trajet. Comment un moment de compassion avait tout changé. « À quoi penses-tu » demanda Miguel, remarquant son expression pensive. Helena sourit, prenant sa main dans la sienne. « Aux échos du passé. Comment parfois ils nous conduisent exactement, là où nous devons être. » La vie n'avait pas été parfaite depuis leur retrouvailles. Ils portaient tous deux les cicatrices de leurs années de séparation. Il y a eu des cauchemars, des disputes, des moments de doute. Mais il y avait aussi une profondeur dans leur amour qui ne pouvait venir que d'avoir perdu et retrouvé l'un l'autre. Une appréciation. Pour chaque jour ensemble, chaque rire partagé, chaque moment de calme. Et lorsque Miguel demanda doucement « Tu aimes toujours le jazz ?» Helena sourirait, se souvenant de leur premier rendez-vous il y a tant d'années, et répondrait « Encore plus maintenant qu'avant. » Parce que certains amours sont intemporels, certaines connexions sont incassables, et parfois les échos du passé ne nous hantent pas. Ils nous guident vers la maison. Effing.